Alors, on va se faire un petit bilan sur les lois de Kepler et sur les mouvements dans le champ de gravitation. Donc, d'abord, pour les lois de Kepler, on a la première loi de Kepler qui nous dit que la forme de l'orbite d'une planète autour du Soleil ou d'une planète autour d'une étoile, ça va être une ellipse. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un cercle, la trajectoire n'est pas circulaire, mais c'est une ellipse. Et donc, sur cette ellipse, on va avoir deux points particuliers, deux foyers, F1 et F2, et sur l'un de ces deux foyers, il y a l'étoile, donc dans le système solaire, le Soleil. Et autour de cette orbite, de cette ellipse, eh bien, on a la planète, ou ici, c'est dans le cas d'une comète, qui tourne autour. On a deux points particuliers, la périhélie, c'est le point le plus proche ici du Soleil, et l'aphélie, c'est le point le plus loin du Soleil, répartis le long de ce qu'on appelle le grand axe. Donc de ce point-là à ce point-là, ce qu'on appelle le grand axe, et on note sa distance 2A. Et tout à l'heure, dans la troisième loi de Kepler, on verra que dedans, on note le point A, donc on aura un A au cube, et ça correspond à cette distance-là. C'est pour ça qu'on appellera ça le demi-grand axe, parce que je prendrai la moitié de cette valeur-là. Donc c'était pour la première loi de Kepler. Pour la deuxième, loi de Kepler, ça nous dit que le rayon entre le Soleil et la planète, ou ici la comète, va balayer des aires égales pendant des durées égales. Donc, par exemple, pendant la durée delta t, ce rayon-là a balayé l'air en rose, mais pendant la même durée, de l'autre côté, elle a balayé toute l'air en vert. Donc, pour que l'air soit égal, vu que là, on voit que le rayon il est plus petit, ici, le rayon vecteur, là, eh bien, il faut que ici, l'espèce de la trajectoire là, parcourue, la distance elle est plus grande. Donc la distance CD est plus petite que la distance AB. Mais ça a été parcouru dans le même temps. Or, on sait que la vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en seconde. V égale à D sur delta T. En rose, ici, ça me fait que la vitesse, c'est dc sur delta T. En vert, ça me fait que la vitesse, c'est égal à AB sur delta T. Comme delta T, c'est le même, et que CD, c'est plus petit que AB, la vitesse en vert est plus grande que la vitesse en rose. Donc ça veut dire que la planète ou la comète va plus vite autour de la périhélie qu'autour de l'aphélie. Donc le point où la vitesse sera maximale, c'est ici à la périhélie. Donc aussi pour la deuxième loi de Kepler, que ça balaye des aires égales pendant une durée égale. Ensuite, on a la troisième loi de Kepler ici. Donc la troisième loi de Kepler, elle nous dit que pour un satellite, alors ça peut être une planète autour du Soleil, ça peut être un satellite autour de n'importe quelle planète, eh bien la période de révolution, donc le temps qu'il faut pour faire un tour autour de l'astre central, que l'astre central soit une étoile, donc le Soleil, ou une planète, donc cette durée-là au carré, divisé par le demi-grand axe au cube, le demi-grand axe, demi-grand axe, eh bien ça vaut une constante. Donc pour un même système étudié, donc par exemple j'ai Jupiter au milieu et les satellites autour, pour chacun des satellites, la valeur de K sera la même. Donc cette constante est indépendante de la planète, mais dépend du centre attracteur. Donc par exemple, ce K-là que j'aurais calculé pour les satellites de Jupiter ne serait pas le même K si je regardais les planètes autour du Soleil. Donc il faudrait le recalculer. Parce que dans ce cas, ici, il se cache en quelque sorte la masse de l'astre central, quel qu'il soit. Et donc ça, on verra tout à l'heure comment démontrer la valeur de K. Donc pour les trois lois de Kepler, c'est ça. La trajectoire, ce sont des ellipses, avec le Soleil, l'astre central, qui est un des foyers, qui n'est pas au centre. Deuxième loi de Kepler, le rayon ici entre l'astre et la planète balaye des aires égales pour des durées égales. Troisième loi de Kepler, T au carré sur A au cube est égal à K. Donc d'ailleurs, pour certaines planètes ou pour certains satellites, on pourra faire l'approximation que le demi-grand axe est égal à un rayon. C'est-à-dire qu'en fait, l'excentricité étant tellement faible, on pourra considérer que c'est un cercle. Et dans ce cas-là, vous verrez ici que le A sera remplacé par un R. Donc on va voir un exemple de ce qu'on peut vous demander de calculer à partir de la troisième loi de Kepler. Donc une des questions classiques, c'est de vous demander de tester la troisième loi de Kepler pour des satellites ou pour des planètes autour du Soleil. Donc là, on considère Jupiter et ses satellites.
Pour ces satellites, on vous donne le demi-grand axe de l'ellipse, donc le A de tout à l'heure. Dans certains cas, ici, vous aurez la valeur de R, hein, le rayon de la trajectoire, en considérant que c'est quasiment un cercle. Donc on l'a en kilomètres, on a la période de révolution de chaque satellite autour de Jupiter, on l'a en jours, et on a, si ça nous était utile, la masse. On vous demande donc de tester la troisième loi de Kepler dans le cadre des satellites de Jupiter. Donc déjà, dans un premier temps, on va réécrire ce que c'est. Donc la troisième loi de Kepler, elle nous dit que T au carré sur A puissance 3, c'est égal à K, et K c'est une constante. Donc dans le tableau, je vois que j'ai T, que j'ai A. Donc si cette expression-là, je la mets sous cette forme, et que je décide de tracer T au carré en fonction de A au cube, eh bien normalement, si la troisième loi de Kepler, elle est vérifiée, elle est validée, je suis censé avoir une fonction linéaire. Hein. Donc ici, je mettrai T au carré. Ici, je mettrai A puissance 3. Et normalement, donc ça me donne une droite qui passe par 0, dont le coefficient directeur est égal à K. Donc ça, c'est un grand classique. Vous faites une régression linéaire, soit vous tracez le graphique, hein, tout bêtement. Une fois que le graphique il est tracé, donc vous avez des points expérimentaux. Hop, hop, hop. D'ailleurs, au passage, c'est des plus, pas des croix, pas des points, mais des plus. Puis, vous faites la droite moyenne, donc qui passe par le point 0, 0, et qui passe par tous les points, ou bien autant au-dessus qu'en dessous. Vous prenez deux points A et B, donc par exemple A ici, et B quelque part, hein, sur la droite. Et c'est comme en maths, pour un quotient directeur, bah, c'est YB moins YK sur XB moins XA. Donc ça, c'est la première méthode un peu longue, hein, avec le graphe et les deux points. Et sinon, votre calculatrice programmable fait ça très bien. Donc, pour le faire, vous allez dans Stat. Dans Stat, ensuite, vous allez dans Edit. Donc ça, c'est pour les TI. Hein. Je le fais, mais c'est sensiblement la même chose pour les grosses calculettes blanches, là, et puis les Casio. Ensuite, dans Edit, je choisis le menu 1. Donc 1, Edit, hop là. Et vous allez arriver sur une fenêtre où vous avez L1 et L2. Il faut remplir les valeurs. Donc L1, ça va être mes X. Donc ça, je vais le mettre en L1. L2, ça va être mes Y. Donc ça, je vais le mettre en L2. Donc vous pouvez rentrer directement à la calculatrice. Donc par exemple pour L1, A puissance 3. Donc pour le premier, le A il est là. Donc je vais rentrer cette valeur-là, chapeau là, pour faire la puissance 3, directement à la calculatrice. Elle fait le calcul, pas besoin de faire les calculs avant et de rentrer la valeur après. Donc tout en L1, ici par exemple, ça nous ferait 421 800 que vous élevez au cube sur la calculatrice, 671 000 au cube, etc., etc. Et en L2, c'est T au carré. Donc par exemple, dans notre cas ici, ça ferait 1,77 au carré, ensuite 3,55 au carré, etc., etc. Quand vous avez fait ça, vous retournez dans Stat, hein, sur le bouton Stat, et là, vous n'allez pas dans Edit, vous allez aller dans Calc, calculer. Dans Calc, on prend le menu 4, Régline, Y est égal à AX plus B. Donc votre calculatrice, elle ne sait pas faire des fonctions linéaires. On ne peut pas lui dire directement fait Y est égal à X. On va lui faire saisir Y est égal à X plus B. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est comme si vous tracez le graphique avec les points, et elle va vous faire passer la droite moyenne. Et elle va vous fournir la valeur du coefficient directeur, la valeur de B et la valeur du R carré. Le R carré, en fait, c'est un indicateur qui va vous dire si les points expérimentaux sont bien sur la droite modèle qu'on a fait passer. Ou alors si on a autant au-dessus qu'en dessous. Bref, en gros, quand le R carré qu'on vous donne tend vers 1, ça veut dire que c'est une bonne modélisation, c'est-à-dire qu'on pouvait bien dire que T au carré est égal à K fois A puissance 3. Donc ça validera la troisième loi de Kepler pour les satellites. Donc, ce qu'on obtient à la calculatrice. Donc, on obtient ça, là, c'était juste pour montrer les L1 et les L2. Hein. Et donc, ce qu'on obtient une fois qu'on a fait, du coup, calculer
rectiligne y est égal à x plus b et qu'on a fait entrée, entrée, entrée sur la fenêtre intermédiaire qu'on vous donne, il ne faut pas y toucher. Donc, il vous met ici la modélisation réalisée. Il vous met ici le A, c'est le coefficient directeur, donc qui est censé être égal à notre K. Donc, normalement, T au carré sur A au cube, ça fait K. Donc, en fait, le A ici, c'est votre K. Normalement, je ne suis pas censé avoir de B, hein, parce que c'est le type Y qui est égal à AX. Donc, il faut vérifier que ça tend bien vers 0. Bah oui, moins 0, 0,5, c'est OK. Donc, tend vers 0. Et le R carré, qui est ici, là, doit tendre vers 1. Vers 1, c'est le cas, hein, 0,999999, c'est OK. Au passage, par contre, 0,98, ça serait pas bon. 0,97 non plus, etc. Donc vraiment un 0,99 à minima. Donc ça, encore une fois, ça veut dire que les points expérimentaux sont bien décrits par la modélisation qui est ici. Sur cette modélisation, on voit que le B tend vers 0, donc on est bien du type Y est égal à AX. Donc, on a bien cette formule-ci. Donc, pour les satellites de Jupiter, on a bien la troisième loi de Kepler qui est valide. Et donc, au passage, K ici est égal à 4,18 en arrondissant, 10 moins 17, mais attention pour l'unité. K, donc ça doit être en ce qui est ici au carré, et le T, c'était en jours. Donc, ça va être des jours carrés sur A au cube. Donc, là, on a mis des kilomètres. Donc, sur des kilomètres au cube. Et ça, tout à l'heure, on fera attention parce qu'il va falloir le convertir en secondes carrés, mètres cubes. Maintenant, en question 2, on va vouloir montrer que la troisième loi de Kepler, donc là je me place dans le cas d'un mouvement circulaire, hein, donc j'ai remplacé le A par R, est égal à 4 pi carré G fois la masse de Jupiter, donc de l'astre qui est au centre. Donc pour faire cette démonstration, déjà, on va donner le système. Donc le système étudié, ça va être un satellite, n'importe lequel, hein, un de ceux-ci, pris dans le référentiel jupiterocentrique, qui doit être supposé galiléen. Voilà. Ça me permet d'appliquer la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, elle nous dit que la somme des forces extérieures appliquées sur un système, c'est égal à sa masse fois son accélération. Mais c'est la masse de qui? Du système, donc du satellite. Je vais mettre un petit S ici. Quelles sont les forces qui s'appliquent dans l'espace? Eh bien, il n'y a que l'interaction gravitationnelle. Donc l'interaction gravitationnelle, ça serait la force que Jupiter exerce sur le satellite. Ça s'écrit G fois masse de Jupiter fois masse du satellite sur la distance qui les sépare au carré, fois un vecteur unitaire. Donc le vecteur unitaire, il serait comment? Dans ce cas-là, il serait, par exemple, si je prends Europe ici, donc je prends les deux centres, tac, tac, je trace une droite entre les deux centres, et mon vecteur sera orienté, donc unitaire, de Europe jusqu'à Jupiter. Là, dans ce que j'ai pris moi. Si ce n'est pas le cas, si c'est orienté dans l'autre sens, j'aurais mis un moins ici. D'accord? Si j'avais pris un vecteur de là à là, j'aurais mis un moins. Et en fait, une fois qu'on a ça, ah oui, au passage, masse s'en va ici. Au passage, du coup, on va se placer maintenant dans le repère de Freinet. Dans le repère de Freinet, donc si j'ai la trajectoire, on va dire comme ça à peu près, je vais avoir la composante normale suivant U de n et la composante tangentielle, alors là c'est censé être perpendiculaire, tangentielle comme ceci, d'accord? Donc c'est deux vecteurs perpendiculaires, UN et UT. Et là on voit que le vecteur U était complètement collinéaire à U de n. Donc dans ma formule ici, je peux remplacer U par U de n.
Donc, ce qui veut dire que l'accélération sera uniquement portée par ce vecteur-là. Or, nous, dans le repère de Freinet, on sait que l'accélération, ça s'exprime AN U de N plus AT U de T. Désolé, c'est cradouille. S'il n'y a que celle-ci, ça va forcément dire que A de T est nul. Or, on a vu que A de T, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Et ça, c'est nul. Donc, quand la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle, ça veut dire que la vitesse a été constante. Vitesse constante. On vient de prouver au passage que le mouvement, il est circulaire, ça on le savait. Hein. On a fait l'hypothèse que c'est le rayon, que c'est pas l'elliptoïde. Et il est surtout uniforme. Donc si on vous demande de prouver que le mouvement est circulaire uniforme, on fait comme ça, d'accord? Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de faire, donc là je vous enlève la démonstration pour prouver que le mouvement est uniforme. Hop. Donc, toute cette partie-là, je peux l'enlever. Par identification, eh bien, tout ça, là, ça est égal à AN. Et nous, on sait que A de N, c'est égal à V au carré sur R, avec R, le rayon de la trajectoire. Moi, je l'ai appelé D ici, par exemple. Donc là, je gardais ma notation. D, donc D, ça serait la distance ici à ici, d'accord, de centre à centre. Ce qui est en fait le rayon de la trajectoire ici. Donc, pour être cohérente, effectivement, je mets un R, je vais remplacer ici par R, et ici, je vais mettre R aussi. Mince. Donc, par R au carré, par R. D'accord? Donc ça, soit homogène, il faut que je remette le vecteur. Donc, je viens de dire que comme A, c'est égal à ça fois U de N, et que c'est aussi égal à ça fois U de N, alors les deux trucs que j'ai mis en orange sont égaux. On déduit que G fois M de Jupiter sur R au carré est égal à V au carré sur R. Là, le R qui est en dessous, si je le dégage de l'autre côté, c'est multiplié. Donc en fait, il y a le carré qui s'en va. Et je peux exprimer la vitesse du satellite. Ça va être grand G fois masse de Jupiter sur le rayon de la trajectoire, racine carrée. Donc là, c'est une première étape, ça. Donc, on a exprimé la vitesse qui est constante du satellite. Je la mets là, ça va nous servir pour après. Voilà. Je sais également que c'est un cercle à trajectoire, donc la vitesse qui est égale à une distance sur un temps serait la distance totale, et quand on parcourt un cercle, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r. Et le temps que met le satellite à faire tout le tour, c'est ce qu'on appelle t. Donc la vitesse, je peux aussi l'exprimer comme ça. J'en déduis que ça, c'est égal à ça. Donc, je le marque. Donc à ce niveau-là, on peut vous demander d'exprimer t, la période. Donc je vais l'isoler. T, ça fait 2 pi r divisé par ça sur r au carré. Voilà, la racine carrée. Si le r ici, je le rentre à l'intérieur de la racine carrée, je peux le rentrer si je veux. Et du coup, on peut simplifier l'expression. Donc, je vais le faire. T est égal à 2 pi fois, du coup, je le monte au carré, sur G fois mj sur R racine
carré. Et donc là, bah, je divise par... enfin, diviser par une fraction, c'est comme multiplier par son inverse. Donc le R ici, il remonte. On a donc ça. Voilà. Donc, on peut vous demander d'exprimer la période t. La période t, ici, serait 2pi, racine carrée de R puissance 3 sur G fois mj. On va repartir de là pour la troisième loi de Kepler, hein, parce que bon, on voit quand même qu'on a du 2pi, donc ça ressemble à ça, on a du t, on a du R3, donc ça va être assez facile à modifier, pour avoir ce que l'on veut. Comme j'ai dit, je le remonte et je mets ça. Alors, eh ben, je vais mettre, on va tout passer, en fait, on va tout mettre au carré. Donc ici, ça me fait t au carré égale à 4pi carré. La racine carrée, elle vire. Et donc, on a t au carré sur R3, donc le R3, je le passe de l'autre côté. Est égal à 4pi carré sur G fois la masse de Jupiter. Alors là, pour les données, c'était un grand thème, j'ai mis un petit thème. Il aurait fallu garder les mêmes notations. Donc là, on vient de redémontrer la troisième loi de Kepler, en l'occurrence, à quoi est égal à K. Hein, donc tout ça, c'est K. Donc la question qui suit, généralement, bah, elle s'occupe de cette partie-là, parce qu'on vient de vous faire démontrer, ce n'est pas pour rien. Et une grande application de cette loi de Kepler, c'est de calculer la masse d'un astre, donc la masse de ce qu'on avait au centre. Que ce soit Jupiter ici, c'était le Soleil qui était au centre, ça aurait été le Soleil, et ainsi de suite. Donc, on connaît la valeur de K, déterminée précédemment. Vous vous rappelez, K, c'était égal au coefficient directeur là qu'on avait trouvé ici. Donc, ce cas-là, hop, c'est celui-là. Mais on n'avait pas converti. Donc, il y avait des kilomètres et des jours. Et si on veut se servir de cette formule-là, hein, pour avoir la masse de Jupiter, elle est là. Hein. Donc, K, je pourrais avoir sa valeur. Bon, bah, 4pi, c'est facile. Et G, on vous le donne ici. Donc, pour s'en servir, il faut que je convertisse. C'est parti. Donc, K vaut, alors je vais arrondir à 3 chiffres significatifs, on va faire comme ici, 4,18 10 puissance moins 17. Ça, c'était en jours carrés sur, du coup, des kilomètres puissance 3. On veut le mettre en haut en secondes, donc ça fait 4,18 10 moins 17. Entre parenthèses, un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 3600 secondes. Ce truc-là, c'est un S, hein, au carré. Divisé par des kilomètres, donc des kilomètres, c'est 10 puissance 3 mètres. Puissance 3. Et ici, bah, la puissance 3 va se développer, donc ça va faire puissance 3 ici et puissance 3 ici. Donc on va avoir du 10 puissance 9 et du mètre cube. Et ici, c'est pareil, on va avoir 24 fois 3600 le tout au carré, des secondes carrées. Hop, fois 24 fois 3600 au carré, seconde carré, et en dessous, 10 puissance 9 mètres cubes. Je fais le calcul de ça. Et ça nous donne 3,12 fois 10 moins 16, donc seconde carré, mètre moins 3. Donc on va pouvoir s'en servir. Je vais faire là. Mince. Voilà, je sépare les deux. Donc, d'après ça, la masse de Jupiter, ça serait égal à 4pi carré sur G fois
K. Donc j'ai gardé ça là, j'ai descendu K, j'ai monté MJ. Donc la masse de Jupiter, ça fait 4pi carré sur G 6,67 10 moins 11, là c'est un moins, fois 3,12 10 puissance moins 16. Et ça nous donne 1,90 10 puissance 27 kg. Voilà. Donc dans cet exercice-là classique, si je résume, on a testé la troisième loi de Kepler, hein, donc en montrant que en gros T au carré était égal à 1 coefficient fois R puissance 3, grâce à la calculatrice, mais on peut aussi faire la courbe. Par la seconde loi de Newton, on a démontré quoi était égal à K. Au passage, on peut démontrer que le mouvement est uniforme et on peut calculer la période T du satellite. Et grâce à l'étude statistique et à ces démonstrations-là, on a déduit la masse de l'astre central. Une question classique qu'on peut vous poser, c'est qu'une fois que l'on a ça, on a un autre satellite dont on ne vous a pas parlé. On vous donne le rayon de l'orbite. Donc ici, on vous donnerait le R. Le K, il reste le même, parce que le K est le même, quels que soient les satellites de l'astre central considéré. Et on vous demande de calculer le T. Donc juste pour isoler, on reprendrait cette formule-là. Donc on prendrait le K qu'on a trouvé. Donc T au carré serait égal à K fois R puissance 3. Donc T serait égal à K fois R puissance 3 racine carrée. Donc encore une fois, on vous aurait donné le rayon de l'orbite, le K serait le même. Et ça serait en secondes. Donc si ça ne vous donne pas quelque chose de palpable, entre guillemets, en secondes, vous le remettez soit en heures, donc en divisant par 3600. Si c'est pareil, ça ne vous parle pas, vous redivisez par 24 pour l'avoir en jours. Si ça ne vous parle toujours pas, parce que quand j'y parle toujours pas, c'est qu'il y a une puissance de 10 trop importante, vous le divisez par 365,25 pour l'avoir en année. Et normalement, là, après, ça colle. Voilà. On va passer maintenant au satellite géostationnaire. Donc, pour un satellite géostationnaire, donc stationnaire, il va être fixe, géo par rapport à la Terre. Donc, un satellite comme ici va toujours être en face du même point de la Terre. Donc, ça veut dire que leur orbite est équatoriale. Hein, ils tournent autour de l'équateur. Ils tournent à la même vitesse que la Terre, donc ils vont avoir la même période de révolution que celle de la Terre. Hein, et leur trajectoire est un cercle. Et ils tournent évidemment dans le même sens, comme on voit ici, que la Terre. Donc toujours positionnés au-dessus du même point de la surface de la Terre. On avait vu tout à l'heure que la période T pouvait s'exprimer comme étant égale à 2pi fois racine carrée, donc là c'était R, le rayon de l'orbite, puissance 3, sur G fois donc la masse de l'astre, ici ça serait la Terre, vu que le satellite est autour de la Terre. Ici, le rayon de l'orbite se répartit en deux parties, donc si je fais un petit dessin, ça va bien. Donc on aurait la Terre, ici, le satellite, ici, et donc pour la distance qui est entre les deux, Terre-satellite, que moi j'ai appelé R tout à l'heure, et on a une partie qui est égale au rayon de la Terre, et une partie qui est égale à ce qu'on appelle l'altitude. L'altitude H, c'est la hauteur à partir de la surface de la Terre. Donc en fait, notre R de tout à l'heure, je crois que je l'ai appelé petit r, ce serait égal au rayon de la Terre plus H. Donc voici pourquoi est-ce qu'ici c'est différent. Et donc H, cette altitude à laquelle est un satellite géostationnaire, on peut la calculer à partir de cette formule. Donc on va isoler le H. Je vais virer de l'autre côté le 2pi, donc ça me fait T sur 2pi. Pendant que j'y suis, la racine carrée, je la passe également de l'autre côté. Donc ça va faire tout ça au carré, égal à RT plus H puissance 3 sur G fois masse de la Terre. Ça, je le remets de l'autre côté. Donc ça fait G fois masse de la Terre fois T au carré sur 4pi au carré est égal à RT plus H
puissance 3. Pour enlever une puissance 3, on fait une racine cubique ou puissance 1 tiers. Hein, c'est la même chose. Donc là, soit j'écris une racine et je mets un petit 3 pour dire cubique, soit je mets tout ça puissance 1 tiers. C'est pareil. Et après ici, pour avoir h tout seul, lui, je le mets de l'autre côté, donc ça va me faire moins rayon de la Terre. Donc moins RT est égal à H. Et donc, alors si on vous donne rien, vous prenez que la période c'est 24 heures, hein, pour faire un tour, hein, 24 heures. Sinon, vous prenez une valeur exacte qu'on vous aurait fournie. Attention à la mettre en secondes. G, on vous le fournirait, et masse de la Terre, on vous le fournirait également. Du coup, en faisant le calcul, on trouve une altitude égale à 36 000 km en moyenne. Après, vous pouvez avoir plus de précision ici, hein, c'est un arrondi, mais un satellite géostationnaire sera toujours placé à une orbite égale à 36 000 km. Donc ici, entre un point de la Terre et ici, il y aurait 36 000 km. Voilà.